Du Bani Monoché était en fête hier à la faveur de l'inauguration de la mine de lithium du Mali par le président de la transition. Sur place, le chef de l'État a rencontré les autorités administratives et traditionnelles. Au sein des échanges, l'apport de la mine dans le développement socio-économique du pays, la lutte contre la corruption. Le reportage de nos envoyés spéciaux dès le début de ce journal. Crise énergétique. Le projet de plan d'action a été adopté ce matin par l'ensemble des acteurs intervenant dans le secteur énergétique. Le plan sera soumis au président de la transition pour validation. La rencontre était présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les détails avec Mamari Koné et Aliou Touri. C'est demain que s'ouvrent à Bamako les états généraux de la santé. La rencontre de 3 jours devrait permettre de faire le diagnostic et proposer des réformes en vue de corriger les dysfonctionnements dans les structures de santé. Le ministre en charge de la santé a rencontré ce matin les anciens ministres du domaine. Les enjeux avec Boubacar Bablentouri. Dans la chronique santé, Koumba Sissé nous ouvre les portes de l'ONASR, l'Office national de la santé et de la reproduction. Parmi ses missions, la réduction du taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. La structure a formé plus de 800 agents, parmi lesquels des sages-femmes déployées sur le territoire national. Téléspectateurs de ORTM1, merci pour la confiance. Vous servir est un plaisir. Bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal avec cette victoire de l'armée malienne. Les femmes ont capturé un terroriste influent de l'État islamique. Son nom, Ahmad Ag Dita. L'opération a été menée dans la région de Menaka hier dimanche 15 décembre. Abdoulaye Sako revient sur les circonstances qui ont abouti à son arrestation. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion publique que ce 15 décembre 2024, les unités engagées dans le secteur de Tagadéat en direction d'Andraboukan, dans la région de Menaka, ont capturé Ahmad Ag Dita, un chef de premier plan de l'IGS, responsable d'un grand nombre d'exactions et d'abus en tout genre contre les populations civiles innocentes et commanditaires d'attaques contre les forces armées maliennes. Ce succès militaire, étape importante de la lutte constante contre le terrorisme, a été réalisé avec précision, rigueur et professionnalisme et a en outre permis la neutralisation de plusieurs commandants de l'IGS ainsi que la récupération de divers matériels militaires, y compris de nombreux engins explosifs improvisés. Par ailleurs, dans le cadre de la sécurisation continue du territoire national, une unité des FAMA a pris en charge des terroristes de l'IGS qui ont fait reddition dans le Gourma le 14 décembre 2024, tout en saluant l'engagement de toutes les unités engagées et leur sens du discernement, particulièrement lors d'opérations de combat. L'état-major général des armées rassure à nouveau les populations que la sécurité et la protection des personnes et des biens sur toute l'étendue du pays reste sa priorité. Et bravo à nos femmes. Je vous l'annonçais dans les titres. Le président de la transition a inauguré hier à Goulamina, dans la région de Bougouni, la mine de lithium du Mali. Juste après la cérémonie d'inauguration, le général d'armée Assimi Goïta a rencontré les autorités administratives et traditionnelles. La population du Bani Monotier, par la voix du gouverneur de région, a remercié le chef de l'État pour les nombreuses réalisations. Le président Goïta a échangé avec ses concitoyens sur l'apport de la mine dans le développement socio-économique du Mali. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Goulamina, Ibrahima Traoré, Sidiki Balo et Abdoulaye Diarra. Échange direct entre le président de la transition et les autorités administratives traditionnelles et religieuses de la région de Bougouni. S'exprimant au nom des populations, le chef de l'exécutif régional met en exergue la richesse de la région avec ses multiples potentialités, et cela dans tous les domaines. Il n'a pas manqué de saluer le chef de l'État pour les efforts consentis en faveur du développement de cette zone stratégique du pays de par sa situation géographique. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, je voudrais ici particulièrement vous exprimer les sincères remerciements, toute la reconnaissance et la profonde gratitude des populations de Bougouni pour vos multiples réalisations faites ou en cours au profit de notre région, entre autres,
la construction du camp du 82e régiment blindé de Bougouni, la réalisation en cours de la centrale solaire de Takadou Djalakoro, les forages d'eau réalisés dans le cadre de vos œuvres sociales, les donations d'équipements médicaux aux différents districts sanitaires, la distribution des kits alimentaires aux démunis et aux victimes des cas d'inondation, la construction en cours du siège du gouvernorat de Bougouni et la récente qui est la construction de la grande mosquée de Bougouni dont les travaux viennent de démarrer il y a juste un mois. Le président de la transition apprécie d'abord la forte mobilisation des populations à l'inauguration de la mine de lithium de Goulamina. Un projet majeur réalisé en dépit du contexte particulier marqué notamment par une crise sécuritaire que traverse le pays. Usine Moufliano, usine lithium, nafat sera fouaba. Ni a jate mina yɛrɛ a bɛna musaka bɛna bɛn miliyari 180 ma n'u ye feere min kɛ jamana kɔ kan u bɛ tila k'o wari lasegin an ka bangiw la o fɔlɔ o tun tɛ kɛ ni fɛnw bɔra an ka jamana kɔ kan n'u y'a feere u b'a bila ka taa bangi wɛrɛ kɔnɔ mɛ ni fɛn bɛna feere sisan i bɛ segin ka na don an ka bangiw de kɔnɔ sisan mun b'a to wari bɛ munumunu an ka jamana kɔnɔ an ka feerekɛlaw commerçants o b'a to u ka laɲini bɛ sabati jamana tɛ jɔ. Donc ye fɛn belebele fɛn min b'a to an ka jamana ka yiriwali o bɛ sabati o tɛmɛnen fana kɔ n'i y'a ye a tɔnɔ min bɛ sɔrɔ o bɛ bɛn miliyari 71 ma o miliyari 71 a sigiyɔrɔma 100 la 30 o bɛ don jamana wangade kɔnɔ 5 o bɛ taa an ka kɛnyɛrɛw o secteur privé o bɛ t'olu ka bolo kan donc o bɛɛ ye fɛn min bɛna jamana yiriwali sabati. Donc n'i y'a jateminɛ fana mun bɛ kɛ ka min kan ka baara dɔ kɛ Bugunila la mini na o baara min b'a to Buguni bɛ se ka yiriwa cogo min na a n'a dafe dugu donc o fɔlɔ n'i y'a jateminɛ o wari bɛ taa miliyari 25 ɲɔgɔnna na mun b'a to mun ye ekɔliso kuraw jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka siraw dilan ka tila ka kuranko ɲɛnabɔ a n'a ɲɔgɔnna fɛn caman mun b'a to gɛlɛya kana se duguladenw ma a nafa fɔlɔ bɛ se ka s'olu ma cogo min na ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma. Les projets de développement seront multipliés à travers le pays, rassure le chef de l'État, qui en appelle à l'engagement des opérateurs économiques pour suivre la dynamique enclenchée. N'i y'a jateminɛ fana an ye sariya dɔ ta n'o b'a fɔ ma ko contenu local o sariya b'a to fɛn fɛn bɛ sɔrɔ Mali la a kɛra ciment ye o a kɛra tɔli ye o a kɛra fini o a kɛra carburant o a mana kɛ fɛn fɛn ko bɛ sɔrɔ Mali la an ka kɛnyɛrɛyew o entreprise privée ninnu olu de bɛ na n'o baara kɛ donc o musaka kan ka bɛn miliyari 400 ɲɔgɔnna ma. N bɛ ka fɔ n ka kuma na n ko Mali an bɛna Maliyɛn caman bɛna kɛ miliyardɛri ye nin yɔrɔ de don donc sisan an bɛ mun fɔ an ka opérateur économique ye mais sisan so filɛ a bolikɛnɛ filɛ an ka jija de sa a da kana to an na dɛ a da kana to an na an b'a ɲini Ala fɛ u ka wuli k'u jɔ sira bilalen bɛ bɛɛ ye mun b'a to nin miliyari 400 a bɛ don jamana Maliyɛnw ka wangade kɔnɔ cogo min na. Le Mali n'est pas un pays pauvre, rappelle le président Assimi Goïta. Il appelle ses concitoyens à redoubler d'efforts face aux multiples défis. Les richesses seront créées et protégées. Pas de place à la corruption et à l'impunité, insiste-t-il. Mais mun ye ka mun nɔgɔ bɔ a la jamana ka nafa sɔrɔ sira kɛlɛ o sira an t'an na an tɛna sɛlɛ o baara la a ka kan bɛɛ ko wulikajɔ kɛ waati dɔ de sera sisan bɛɛ ka jɛ fɛn dɔ kɔ quoi. Bɛɛ ka jɛ fɛn dɔ kɔ jamana ye parce que an bɛɛ bɛnna ka jamana ye jamanadenw seginna jamana degunna donc n'an ma ɲɛ an bɛɛ wuli ka jɔ kɛ depuis 14 janvier ko jamana in ka bɔ nɔgɔ la jamana an ka kan yɛrɛ an ka kan yɛrɛ a ka kan an ka baara kɛ fo ka s'a dan na. Le président de la transition avait à ses côtés le président du Conseil national de transition et plusieurs membres du gouvernement. La rencontre s'est achevée par des prières pour la paix et la prospérité au Mali. La date du 15 décembre sera longtemps gravée dans l'histoire du Mali. Elle marque l'inauguration de la toute première mine de lithium en Afrique, et cela grâce à la volonté affichée des autorités de la transition. Le général d'armée Assimi Goïta, qui a ouvert les portes de la société, a eu une journée très chargée. Il a visité toutes les installations de la mine. Retour sur une journée marathon et historique avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Sidiki Balo et Abdoulaye Diarra. Forte mobilisation des populations de la région de Bougouni pour célébrer un événement mémorable, la mise en marche de la mine de lithium de Goulamina.
Une lueur d'espoir pour ces populations sorties massivement, saluer et témoigner de leur reconnaissance au président de la transition, maître d'œuvre de ce projet d'envergure, fruit de la coopération sino-malienne. Sous le leadership du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, ces dernières années ont vu ces secteurs prendre un tournant majeur avec l'impulsion de réformes d'envergure qui ont instauré une nouvelle vision stratégique pour l'exploitation des ressources du sous-sol malien. Avec la mine de Goulamina, le Mali devient la prochaine base de production clé des Ganfeng. La capacité de production de composés de lithium et les réserves des métaux au lithium se classent au premier rang au monde. Experts miniers et partenaires voient en cette réalisation majeure une véritable alternative face aux défis socio-économiques du pays. Tous soutiennent et encouragent cette initiative présidentielle visant à booster l'économie nationale. Avant, l'État du Mali était concentré et préoccupé surtout par le développement de l'or comme substance minérale à exporter. Aujourd'hui, vu les avancées technologiques, les besoins d'optimisation de l'énergie à travers le monde, le lithium est un produit très très stratégique. Et le fait de mettre un projet de lithium d'une telle envergure en valeur va nécessairement avoir un impact positif sur l'économie. Grâce à lithium du Mali, l'entreprise Taldo a parvenu à relever un grand défi. Taldo, c'est une entreprise 100% malienne qui est conçue de jeunes maliens. 70% du maison a été construit par une entreprise malienne. Grâce à ça, on peut dire le lithium du Mali aujourd'hui, le contenu local, les Maliens ont parvenu à relever un grand défi aujourd'hui. Une visite des installations a permis au chef de l'État d'apprécier l'immensité et le fonctionnement de la mine. Le général d'armée Assimi Goïta affiche toute sa satisfaction et annonce un impact considérable attendu sur la vie des populations. D'abord, un premier chiffre d'affaires de 680 milliards est attendu et ces 680 milliards seront rapatriés au Mali et alimenteront les banques maliennes pour poursuivre le développement économique et tout ce qui concerne les activités économiques. Aussi, il y a des dividendes à hauteur de 111 milliards de francs CFA, dont 30% reviendront à l'État du Mali et 5% au secteur privé. Et aussi, il y a un investissement de 25 milliards pour le développement communautaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la construction des routes, des centres de santé, des écoles et surtout l'énergie. Donc cela va vraiment impacter notre économie. L'ouverture de cette mine de lithium vient ainsi répondre à l'une des aspirations des populations. Ce projet majeur est aussi et surtout le renforcement de la politique actuelle du gouvernement relative au développement du pays. La mine de Goulamina a déjà créé plus de 2000 emplois directs et indirects. Une occasion pour le chef de l'État de saluer l'engagement de la Chine aux côtés du Mali, un partenariat qu'il qualifie de sincère. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction de voir aboutir ce projet de grande envergure. Un projet qui était tant attendu par les Maliennes et les Maliens, et particulièrement la population de Boukouni et environ. Comme vous le savez, les autorités de la transition ont pris l'engagement de concrétiser les aspirations profondes du peuple malien, de faire du secteur minier un moteur de développement économique dans notre pays. La mise en marche de la mine de l'usine de Goulamina est le résultat des grandes réformes entreprises dans le secteur minier dans notre pays. Le ciel déjà qui a 2000 emplois directs et indirects, mais aussi en plus de cela, il y aura un investissement de 25 milliards de francs CFA qui va permettre à nos entreprises, effectivement, tout ce qui est acheminement de carburant, tout ce qui est l'utilisation du ciment. Toutes ces initiatives vont accroître davantage l'employabilité, renforcer l'employabilité dans notre pays, augmenter le nombre d'employés. Féliciter le ministre des Mines et le ministre des Finances pour tous les efforts déployés afin que cette mine soit une réalité aujourd'hui. Et je les engage aussi à veiller au strict respect des engagements des différentes parties pour préserver les intérêts vitaux du peuple malien. Et je voudrais aussi saluer le partenariat avec la société Ganfeng
et particulièrement la République populaire de Chine, qui est aujourd'hui un partenaire stratégique, un partenaire sincère et qui est resté aux côtés du Mali dans sa lutte pour sa souveraineté économique et politique. Je voudrais, pour terminer, saluer toujours la résilience du peuple malien qui nous a permis de voir ce jour. Comme mentionné dans les titres, un projet de plan d'action pour sortir de la crise énergétique. Il a été adopté ce matin à la primature par l'ensemble des acteurs impliqués dans le secteur énergétique. La réunion a été présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et l'ensemble des acteurs. Le projet de plan d'action doit être soumis à l'appréciation du président de la transition pour validation. C'est ce que nous disent Mamari Koné et Aliou Touré. La résolution de la crise énergétique dans notre pays est une préoccupation majeure pour les autorités de la transition. C'est pourquoi, au lendemain de sa nomination à la tête du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a décidé de prendre le taureau par les cornes. C'est ainsi que des visites et des rencontres sont organisées avec l'ensemble des acteurs en vue de trouver des solutions. La résolution de la crise énergétique est une priorité capitale pour le chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Et en tenant compte de cette réalité, il nous a instruit de sortir très rapidement de cette crise énergétique. L'objectif recherché, c'est que notre pays ne puisse plus jamais connaître autant de difficultés, aussi bien entendu le pays que nos populations. La réunion du jour est consacrée à la restitution des résultats des travaux de groupe pour la sortie des crises énergétiques. C'est là à l'issue de plusieurs rencontres avec les acteurs impliqués. Après plusieurs échanges, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer à notre population que nous avons un projet. C'est important de le dire, il s'agit d'un projet de plan d'action de sortie de la crise énergétique comportant un certain nombre d'actions. D'abord des actions immédiates, des actions de court, de moyen et de long terme. Il est également important de préciser que ce plan respecte les trois principes clés guidant l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques, et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Donc dans ce plan, il n'est pas du tout question que la crise énergétique soit une occasion pour des pays, en tout cas de nous entraîner dans des sillages géopolitiques. Donc c'est important de rassurer l'opinion par rapport à cela. Le projet de plan d'action a fait l'objet d'unanimité. C'est pourquoi le chef du gouvernement a salué les différentes parties pour leur implication. Aujourd'hui, l'ensemble des parties prenantes sont d'accord que ce qui est proposé constitue le cheminement logique à suivre pour sortir notre pays de la crise énergétique. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier l'ensemble des parties prenantes, à savoir le personnel de DM, le groupement des professionnels de pétrole, qui a accepté de consentir d'énormes sacrifices financiers, à savoir le cantonnement de l'après, et même un abattement à un certain nombre de pourcentages par rapport au prêt. Au prêt, c'est bien entendu, en tout cas à la créance. Également, remercier l'association des professionnels des banques et établissements financiers, et également l'implication de tous les départements ministériels concernés par la résolution de la crise énergétique. En premier lieu, le ministre de l'énergie et de l'eau, qui n'a ménagé aucun effort. Je pense que nous l'avons également vu sur le terrain, à visiter des centrales solaires, également en tout cas quelques centrales thermiques. La prochaine étape, c'est de soumettre ce plan à l'examen d'abord de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de faire la restitution de tout ce que nous avons fait comme activité sous son leadership, et en tenant compte bien entendu de ses instructions. Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer les Maliens pour leur résilience face à la crise énergétique. Nous savons que notre pays et surtout les populations maliennes ont beaucoup souffert de cette crise énergétique, et nous tenons à présenter nos sincères excuses. Aujourd'hui, je crois que l'opinion, à la fois l'opinion nationale, a bien compris que la question énergétique n'est pas seulement une question commerciale, c'est d'abord et avant tout une question sécuritaire. Donc nos plus autorités accordent la plus grande importance à la gestion de la matière énergétique, et je suis presque sûr et convaincu que le plan dont il s'agit, en tout cas s'il est examiné et approuvé à un haut niveau,
évitera notre pays, en tout cas, de tels traumatismes. À cette réunion, on notait la présence de quelques membres du gouvernement, des responsables de la société EDM SA, des services d'assiette, de la commission de régulation eau et électricité, de l'association des consommateurs du Mali, des pétroliers et de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali. Un début de semaine chargé pour le Premier ministre. Le général de division Abdoulaye Maïga a, au nom du président de la transition, décoré 44 récipiendaires de la médaille de chevalier de l'ordre national et de mérite national avec effigie abeille. Selon le chef du gouvernement, cette remise est une invite du président de la transition à faire de la reconnaissance du mérite et de la sanction de la faute un axe essentiel de la gouvernance de notre pays. Les récipiendaires, quant à eux, ont promis de tout donner pour la patrie. Le reportage de Mamari Kone et de Aliou Touré. La reconnaissance de la nation à ses filles et fils méritants. Ils sont 20 récipiendaires de la primature et de ses services rattachés à être élevés au grade de chevalier de l'ordre national. Les distinctions sont remises par le Premier ministre et le secrétaire général du gouvernement. 24 autres sont élevés au grade de mérite national avec effigie abeille. Décoration remise par le ministre directeur du cabinet de la primature et le grand chancelier des ordres nationaux. Ces hommes et femmes se sont fait distinguer pour leur ardeur, leur sens du devoir et leur abnégation au travail. Quel prestige et quel honneur pour nous de recevoir des distinctions honorifiques en reconnaissance de nos carrières et de nos parcours professionnels respectifs. À cette occasion, nous remercions les hautes autorités pour cette marque de reconnaissance et de considération à notre endroit pour les mérites et une fidélité continue au bénéfice de la nation malienne. En présence de nos familles, collègues, camarades et invités ici présents, nous disons tout simplement merci pour la reconnaissance du mérite et merci à la nation reconnaissante. Selon le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, il s'agit d'honorer des cadres de la haute administration publique qui se sont distingués par des mérites et une fidélité continue dans l'accomplissement des services au profit de la nation. J'adresse mes vifs remerciements et notre profonde gratitude au président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le grand maître des ordres nationaux, pour cette marque de confiance au cadre de l'administration qui ont été distingués au niveau de la primature. Comme vous le savez, le président de la transition, chef de l'État, nous a toujours invités à faire de la reconnaissance et du mérite et de la sanction de la faute un axe essentiel de la gouvernance de notre pays. À tous ces cadres et agents émérites qui ont choisi de mettre en avant leurs devoirs, j'adresse mes très vives et chaleureuses félicitations. Le Mali vous a honoré et vous devez désormais honorer la confiance ainsi placée en vous. À noter que l'ordre national est une distinction honorifique créée le 31 mai 1964. Elle est destinée à récompenser les personnes qui se font distinguer par le travail bien fait dans la droiture, la probité et la loyauté. La patrie reconnaissante n'oubliera aucun de ses fils, au dire du Premier ministre, chef du gouvernement. Le même exercice s'est déroulé cet après-midi à Koulouba, où le secrétaire général de la présidence a, au nom du grand maître des ordres nationaux, décoré 59 travailleurs, les uns de la médaille de chevalier de l'ordre national et les autres de la médaille du mérite national avec effigie abeille. Leur travail et leur abnégation ont valu ces distinctions. La cérémonie était placée sous la présidence du ministre secrétaire général de la présidence et c'était également en présence de Alousseni Touri. Ils sont une vingtaine de travailleurs de la présidence de la République à recevoir la médaille de chevalier de l'ordre national. Le secrétaire général de la présidence, chef de l'administration présidentielle, s'est chargé de leur remettre à chacun une médaille et un diplôme. Ceci est le symbole du témoignage de reconnaissance des efforts fournis par ces hommes et femmes dans l'exercice de leur métier. Lorsque nous avons vu nos références sur les pages dorées du journal officiel du 1er novembre 2024, publiant les décrets portant attribution des distinctions honorifiques, nous avons été envahis par une joie et une satisfaction morale intense. La reconnaissance de la République pour le service rendu, pour les efforts constants, en un mot pour le mérite. Le mérite. Cette vertu faite de force et de ténacité qui permet, au-delà de l'épreuve, d'avoir toujours les yeux fixés sur le cap.
Cette fierté partagée reflète non seulement la réussite de chacune et chacun d'entre nous, pris individuellement, mais aussi celle de chacune de nos équipes et de l'ensemble de notre service. Comme leurs camarades, les 39 autres ont également mérité de la patrie en guise de remerciement une médaille du mérite national avec effigie Abeille, une façon de les encourager à faire mieux et plus pour la nation. Nous voudrions vous rassurer qu'au-delà de la satisfaction professionnelle suscitée par ces distinctions, nous mesurons la hauteur de l'engagement moral dont nous devons désormais faire preuve. Oui, on dit que la médaille engage celle ou celui qui la porte. En effet, ces médailles que nous venons d'arborer nous appellent à maintenir des standards élevés de conduite et à être des gardiens des valeurs nationales telles que la rigueur, l'honnêteté, l'intégrité, l'humanisme et le patriotisme. Désormais devenues immuables dans le calendrier de la présidence de la République, les cérémonies de décoration drainent amis, parents et collègues, tous acquis au bonheur des récipients. Merci d'applaudir pour vous-même. Et félicitations à tous les récipiendaires et particulièrement à nos confrères de ORTM. La Cour suprême, 4e institution du pays, ouvre ses portes aux étudiants et auditeurs stagiaires. La visite s'inscrit dans le cadre des activités de la Semaine nationale de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Les étudiants ont eu des informations sur le fonctionnement de la Cour, notamment le mode de saisine et les arrêts. La visite a été suivie par Seydou Traoré. Ils sont étudiants de l'ISPRIC, du collectif des auditeurs de justice et du Conseil national de la société civile. C'est la première fois pour beaucoup de visiter la Cour suprême, la plus haute juridiction en matière judiciaire, administrative et en matière de compte. L'organisation, le fonctionnement, les attractions et bien d'autres prérogatives de la Cour ont été expliquées aux hôtes du jour. Un sentiment de joie et de fierté d'avoir visité la plus grande juridiction suprême du Mali, qui est la Cour suprême. Et lors de la visite, nous avons beaucoup appris de par la visibilité des différentes structures qui composent la Cour, à travers ces 3 sections, la section judiciaire, la section administrative, mais aussi la section des comptes, qui, selon les explications données, sera détachée dans les jours prochains pour être la Cour des comptes. C'était enrichissant, on a eu beaucoup de découvertes et nous avons également éveillé plusieurs connaissances à travers le président de la Cour suprême, le procureur et d'autres hiérarchies. Cette visite vraiment nous a apporté beaucoup de choses et elle nous permettra vraiment de comprendre un peu l'organisation judiciaire au Mali et dans nos futures fonctions, nous pourrons vraiment cerner un peu les procédures devant la Cour suprême et elle nous permettra vraiment d'être assez technique dans nos procédures. La 4e institution est en phase avec les activités de la Semaine nationale de lutte contre la corruption dont le thème est s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. La Cour figure en bonne place parmi les structures chargées de lutter contre la corruption. Cette journée du 16 décembre consacre la 2e activité programmée par la Cour suprême et qui entre dans le cadre de notre contribution pour animer cette Semaine nationale de lutte contre la corruption et accompagner ainsi le ministère de la Justice dans ses efforts tendant à montrer les actions de l'État, n'est-ce pas, contre la corruption. Du bureau de la Cour à l'avocat général au parquet général, les sections, le greffe et le président de l'institution, une présentation lunaire a édifié les visiteurs, le tout sanctionné par des conseils et des encouragements. Il faut que justement cette jeunesse puisse avoir le sens élevé de l'État, le sens élevé justement du respect des biens publics. Et il faut que cette jeunesse soit pétrie de patriotisme. En plus de la visite guidée des différents compartiments de la Cour suprême, les responsables de l'institution se sont apprêtés aux questions-réponses des visiteurs du jour et invité la jeunesse malienne à adopter les comportements permettant de lutter efficacement contre la corruption. Le ministre de la Refondation, Bakary Traoré, était ce matin dans 2 institutions de la République, le Conseil économique, social, environnemental et culturel et le Haut Conseil des collectivités. La démarche s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les institutions, le compte rendu de ces audiences avec Mamadou Fani.
Qui veut aller loin ménage bien sa monture, a-t-on coutume de le dire. Et c'est ce qu'a compris le nouveau ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions en rendant visite au président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Il s'agit pour le ministre de solliciter l'appui et l'accompagnement de cette institution. Cette rencontre que nous plaçons sous le signe du renforcement des relations institutionnelles au service de la refondation marque un pas significatif dans la recherche, sinon nécessaire, une synergie entre les organes de la République pour y répondre aux attentes des Maliens. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, en tant que creuset des couches socio-professionnelles, est profondément attaché à cette vision d'un Mali repensé sur des bases solides pour la consultation, l'écoute et la participation active de toutes les composantes de la société constituent des piliers essentiels. Le ministre s'est ensuite rendu au Haut Conseil des collectivités pour le même exercice. Nous allons contribuer, comme d'habitude, et mieux, pour l'accompagner dans la refondation du Mali. Parce que je l'ai dit à l'ouverture de ma session, que la décentralisation est le fondement de la refondation. Nous allons travailler autant que besoin dans le cadre informel, de jour comme de nuit. Le ministre a salué l'accompagnement de ces deux institutions qui sont, selon lui, des pièces maîtresses de la refondation. J'ai vu que ces deux institutions font du beau travail dans l'intérêt, n'est-ce pas, de notre pays, dans l'intérêt des populations. Donc des institutions avec lesquelles tu seras forcé de travailler, tu dois venir les voir, leur signifier que le partenariat, la collaboration qui existe déjà entre le département et ces institutions doit perdurer, doit s'améliorer, doit se renforcer. Les présidents des institutions visitées ont salué l'engagement du ministre à instaurer un cadre de concertation permanent avec leurs institutions pour une refondation au bénéfice des Maliens. Les États généraux de la santé s'ouvrent demain à Bamako après les phases régionales. Pendant 72 heures, les acteurs de la santé et leurs partenaires feront le diagnostic et proposer des réformes en profondeur afin de mettre fin aux dysfonctionnements dans les structures de santé. En prélude à cet événement, le ministre de la Santé et du Développement social a rencontré les anciens ministres de la Santé, une rencontre suivie par Boubacar Bablintouri. Soucieux du bien-être des populations en termes de santé, l'État malien, depuis quelques années, à travers le ministère de la Santé, organise les États généraux de la santé, assises au cours desquelles un diagnostic du système de santé est fait en vue de corriger certaines insuffisances. Un exercice qui nécessite une mobilisation générale autour de cette question transversale qu'est la santé. C'est le sens de cette démarche du ministre de la Santé et du Développement social à travers cette rencontre avec les anciens ministres en charge de la santé en prélude aux États généraux de la santé prévus du 17 au 19 décembre prochain. Si on veut entreprendre des choses, si on veut aller loin, il faut qu'on s'associe à eux tous pour qu'ils donnent leur input sur le document que nous on a produit. On a aussi demandé leur bénédiction, non seulement pour ce travail, mais pour qu'ensemble nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour la santé des Maliens. Nous tiendrons compte de tout ce qui a été déjà dit. On a vu que lors des assises, il y a eu beaucoup de recommandations sur la santé. Lors du dialogue intermalien aussi, on a eu beaucoup de recommandations. On tiendra compte de tout ça et leur dire qu'ensemble, nous ferons tout ce que nous pourrons pour le bonheur de nos populations. Une démarche bien appréciée par ses prédécesseurs qui, à un moment donné, ont tous d'une manière ou d'une autre contribué à améliorer le système de santé de notre pays à travers des projets et programmes. Si elle nous a fait l'honneur de recueillir un peu notre sentiment de ce qui a été produit par les techniciens qui ont sillonné tout le Mali. C'est en fait parce qu'à un moment ou un autre de l'histoire du Mali, chacun de nous a y apporté un élément de la politique nationale de santé. Depuis la première déclaration dans les années 90 jusqu'à la première loi d'orientation. La rencontre a été mise à profit par les anciens ministres pour faire des recommandations après une présentation du processus des phases régionales des États généraux de la santé.
À présent, je vous invite à suivre le ministre de la Santé et du Développement social sur les motivations réelles de l'Organisation des États généraux de la santé. Hassan Badjalo Touré est interrogé par Boubacar Bablin Touri. Les États généraux de la santé, c'est sur instruction du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il y a eu beaucoup de forats par rapport à la santé. Il y a eu des États généraux, il y a eu la réforme, il y a eu des assises. Mais on a vu que généralement, tous ces résultats, après quelques temps, on les remet dans un tiroir. Et cette fois-ci, on a décidé que quand on va faire ces états généraux, il y aura des recommandations. Et après les recommandations, on va faire des plans d'action pour être sûr que ça va être exécuté avec un chronogramme bien précis. Et il est à dire que cette fois-ci, on va tenir compte de ce qui a été dit lors des assises nationales. Le citoyen malien doit être au centre de tout ce que nous faisons. Et tout commence par la santé. La santé, c'est un domaine très transversal. On a en charge les 22 millions de Maliens qui ont besoin, qui attendent quelque chose de nous. Vous voyez, dans nos hôpitaux, maintenant, on voit l'accueil. On ne s'en cache pas les faces, tout n'est pas beau. Les patients sont parfois mal accueillis, mal orientés. On doit parler de ça. On a vu que nos plus grands professeurs, parfois nos grands médecins, au lieu de travailler dans les hôpitaux, pendant des heures de travail, ils sont payés par la fonction publique, mais on les voit dans les cliniques. Ça, c'est les aspects, on doit tirer compte de ça. Par rapport aux gratuités, il y a beaucoup de gratuités. Et parfois, il y a certaines gratuités, il n'y a même pas de texte autour. On doit parler de tout ça et voir ce qu'on peut faire. Et passer même à la gratuité ciblée. Quelqu'un qui n'a rien, peut bénéficier d'une gratuité totale. Mais quelqu'un qui a, Dieu merci, est bien nanti, qui peut bien prendre en charge sa famille, lui n'a pas besoin de gratuité, même si c'est dit. Parce que ces textes, quelque part, parfois, il faudra essayer de les réviser. Et il y a eu beaucoup de changements. Par exemple, en 2005, quand on parlait de la césarienne, il n'y en avait pas beaucoup. Les indications ont changé, le nombre de patients a changé, mais le budget n'a pas évolué. Donc, il faudra parler de tout ça. Nous restons dans le domaine de la santé, cette fois-ci pour parler des activités de la 3e semaine du mois dédiée à la lutte contre le sida. La place d'armes du 34e régiment du génie militaire a servi de cadre au lancement de la semaine thématique qui a pour thème VIH et conflits armés. Et il sera marqué par une vaste opération de sensibilisation, de dépistage volontaire et de don de sang. Occasion pour la hiérarchie militaire de souligner l'importance de l'engagement des forces de défense et de sécurité dans cet autre combat où l'ennemi neutralise sans bruit. Le point de la cérémonie de lancement avec Bemba Sibi et Idrissa Traoré. La force de défense et de sécurité engagée dans la lutte contre le VIH-Sida, un engagement matérialisé au cours de la semaine thématique VIH et conflits armés, une thématique qui met en évidence la vulnérabilité des troupes en période de conflit. Au sein même de nos rangs, des camarades souffrent en silence, souvent isolés par la perte du jugement. Nous ne devons pas rester passifs face à cette réalité. Ce n'est pas seulement un problème de santé publique, c'est aussi un problème qui se pose sur le lieu de travail. Un obstacle au développement et la source d'une insécurité généralisée. Nous sommes réunis ici pour réaffirmer un engagement collectif, celui de vaincre l'épidémie du VIH-Sida d'ici 2030. Ce défi ambitieux mais réalisable nous interpelle tous, particulièrement dans un contexte où le recul des progrès mondiaux met en péril des millions de vies. La lutte contre la stigmatisation participe d'une volonté de riposte inclusive, car ce combat n'est pas seulement une question de santé, mais aussi de dignité et d'humanisme. Le lancement de la semaine marque le début de 4 jours de campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire de 3000 personnes, de collecte de 640 poches de sang dans les différentes garnisons. Malheureusement, le pays décompte chaque semaine 35 nouvelles infections. Et la tranche d'âge de 15 à 24 ans est la tranche d'âge la plus touchée, avec 33% de nouvelles infections. La jeunesse étant au cœur des défis sécuritaires, sanitaires, démographiques et économiques, le VIH demeure, pour ce faire, le VIH demeure une menace pour notre jeunesse, pour la jeunesse malienne. Ce constat alarmant justifie largement que la 3e semaine de ce mois de lutte contre le VIH-Sida soit dédiée aux forces armées et de sécurité du Mali, avec pour thématique les femmes solidaires et unies pour un monde sans VIH ni SIDA.
Des messages de sensibilisation sur le sida et la stigmatisation des personnes vivantes avec le VIH à travers des slams et sketchs ont meublé la cérémonie de lancement qui a été marquée par un don de 5 tonnes de riz au PV-VIH des forces armées et de sécurité par l'Office des produits alimentaires. Les administrateurs de la Société malienne de rhumatologie se sont réunis cette semaine pour évaluer les activités programmées en 2023 et 2024. À la lumière des exposés, il ressort que celles-ci ont été réalisées à plus de 80%. Le Conseil a également reconduit le bureau sortant pour un nouveau mandat. Les précisions de Souma Ouaïdara. La rhumatologie est une spécialité médicale peu connue par la population. C'est pourquoi la Société malienne de rhumatologie a consacré l'année 2023 et 2024 à mieux sensibiliser les Maliens. Plusieurs activités ont été menées dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Tombouctou, entre autres. Et l'objectif majeur de la Société malienne de rhumatologie, c'est d'aller toujours vers les populations. Donc, nous avons des activités extrêmement délocalisées sur le territoire que nous essayons de faire un maillage. Nous faisons ce conseil d'administration pour revenir devant les administrateurs, justifier ce qu'on a pu faire comme engagement. Les activités de l'année 2023 et 2024 ont été réalisées à plus de 80% selon le conseil d'administration. Nos activités sont surtout basées sur la sensibilisation, la communication sur les maladies phares de notre spécialité qui sont un peu méconnues, c'est-à-dire la journée de l'arthrose, et qui est une maladie handicapante et on commémore chaque année le lupus systémique, qui est une maladie qui n'est pas rare, mais méconnue aussi. Et puis en troisième lieu, on parle aussi de l'arthrite. L'arthrite, c'est une affection générale des articulations et des os. Concernant le renouvellement du bureau exécutif et celui du conseil d'administration, les deux bureaux ont été reconduits par acclamation pour un mandat de 3 ans chacun. Et nous arrivons à présent à la chronique santé. Koumba Cissé nous ouvre les portes de l'Office national de la santé de la reproduction, ONASR. Ce service rattaché au département de la santé a été créé par le gouvernement pour relever le défi lié à la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Depuis son opérationnalisation, l'ONASR a formé plus de 800 agents déployés, des sages-femmes dans les centres de santé communautaires et renforcé le plateau technique des CCRF et CSCOM. Suivons ensemble. Opérationnel depuis 2021, l'Office national de la santé de la reproduction, ONASR, avec ses 5 départements, compte relever le défi de la santé de la reproduction au Mali. Selon le constat, notre pays enregistre chaque jour des décès maternels et néonataux. Au regard des indicateurs que nous avons, toutes les 3 heures, une femme enceinte meurt au Mali. Toutes les 4 minutes, un enfant meurt au Mali. 5% de nos enfants ne verront pas leur 5e anniversaire. C'est de la problématique de décès liée effectivement à des insuffisances. C'est pourquoi le gouvernement du Mali a opérationnalisé l'Office national de la santé de la reproduction pour répondre aux besoins des populations maliennes. Les causes des décès maternels et infantiles au Mali sont connues. La mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile est liée à 3 retards. Le premier retard, c'est la prise de décision au niveau communautaire pour aller vers les structures de santé. Le deuxième retard, c'est tout simplement aller du village vers le centre de santé en empruntant effectivement des moyens adaptés pour aller vers les structures de santé. Et le troisième retard, c'est quand on arrive vers le plateau technique. Est-ce que le plateau technique répond aux normes pour la prise en charge du patient? En 2 ans d'activité, la direction de l'ONASR a mené plusieurs activités, comme par exemple la formation des agents et le déploiement des sages-femmes dans les centres de santé communautaires. Nous avons 65 centres de santé de référence opérationnels et aujourd'hui nous sommes à 1686 centres de santé communautaires. Donc la moitié de ces structures de santé communautaires, dans la moitié nous n'avons pas de personnel qualifié. Nous sommes aujourd'hui à peu près à près de 400 sages-femmes qu'on a pu redéployer depuis 2 ans dans les structures de santé.
L'ONASR est en train de travailler aussi sur le redéploiement à travers notre nouveau projet appelé Télimani des médecins internistes vers effectivement les centres de santé en périphérie pour développer des thèses. L'équipement des structures de santé, aujourd'hui nous sommes à plus de 200 structures de santé équipées. En plus de cela, nous travaillons à prendre en charge ce qu'on appelle le besoin des adolescents et des jeunes. Malgré la progression des activités, la mobilisation des ressources reste un défi majeur à relever. Mais les initiatives ne manquent pas pour impliquer toutes les couches de la société dans cette lutte en faveur de la santé et de la reproduction. Nous avons beaucoup de structures de santé qui ont été affectées par cette crise. Nous avons eu les inondations. Donc toutes ces difficultés sont là en face d'une structure qui a été créée effectivement dans tout ce contexte et qui réellement réduit l'action de l'ONASR effectivement dans ces zones. En plus de cela, nous avons la rareté des ressources. Qu'ils soient structures publiques ou privées, partenaires techniques et financiers ou sociétés civiles, l'ONASR a besoin du soutien de tous ces acteurs pour faire face à la problématique de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, des adolescents et des jeunes au Mali, dixit le premier responsable de la structure. Et bravo à l'ONASR pour le travail titanesque abattu. La HAC et l'UNICEF se donnent la main pour soutenir la cause des enfants. L'organe de régulation des médias et l'organisme onusien ont signé ce matin un protocole d'entente dans ce sens. Le reportage de Aridou Matina. Un partenariat fructueux est désormais scellé entre la haute autorité de la communication et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance pour répondre aux enjeux communs dans l'intérêt de protéger les enfants. L'institution de régulation des médias, en signant le protocole d'accord, entend participer à la prise en charge des enfants qui fait partie d'ailleurs de certaines de ses dispositions réglementaires. Nous sommes tout heureux de participer à cette signature avec le système des Nations Unies qui s'occupe de la couche juvénile. Nous estimons que ça va en droite ligne effectivement de nos préoccupations parce que quand on inspecte un peu, on interroge les attributions de veille et d'alerte de la haute autorité de la communication, la prise en charge des enfants est citée en bonne place dedans. Cet accord inaugure une nouvelle ère de collaboration et aussi d'engagement en faveur de la protection de l'enfance au Mali. Protection de l'enfance qui fait partie du mandat de la HAC. Nous travaillerons main dans la main avec les journalistes, les rédacteurs et les professionnels des médias pour garantir des productions qui soient non seulement précises, mais qui cadrent aussi avec la régulation. Cette rencontre va permettre à la Haute Cour de communication et puis l'UNICEF d'aider des enfants à travers les médias et puis tout. On sera vite informé. Les informations vont passer à l'immédiat en fait. Par exemple, si vous postez une information de sensibilisation ou de plaidoyer, nous qui sommes sur l'internet, on sera au courant directement. À partir de cette signature, la haute autorité de la communication est entrée dans une nouvelle dynamique d'impulsion dans la prise en charge de la couche juvénile, dans ses activités et dans les programmes des médias. Et l'UNICEF qui multiplie les initiatives pour la protection des enfants. Un panel a été organisé sur la protection des droits des enfants face au changement climatique. Un panel organisé en collaboration avec l'Alliance Joining Forces pour les enfants. Le reportage de Awa Adamon Koulibaly. La plupart du temps, ils sont représentés soit par leurs tuteurs, soit par les promoteurs ou défenseurs de leurs droits. Aujourd'hui, les enfants prennent la parole et partagent leurs préoccupations. Âgés de 11 à 17 ans, ces élèves contribuent en leur façon à la lutte contre le changement climatique et les dangers qu'il engendre. J'ai vu que le changement climatique avait fait beaucoup de dégâts, surtout cette année. Comment la voix des enfants est prise en compte dans toutes les initiatives et actions de lutte contre les conséquences des effets du changement climatique, notamment dans les zones à conflit.
qu'est-ce qui est fait par le ministère par rapport au cas particulier. Pour nous, les enfants vivant avec un handicap, la question elle a été bien répondue. Des réponses satisfaisantes, mais pas que. Les départements chargés des questions de l'enfant, de l'environnement et de la justice n'ont pas manqué de souligner le rôle des enfants dans la lutte contre le changement climatique. Les enfants sont des vrais acteurs de changement. Ils peuvent apporter le changement, d'abord au niveau de la famille, en donnant la bonne information aux parents, mais aussi leurs camarades de la communauté, pour faire en sorte que les comportements qui participent à la dégradation de l'environnement puissent cesser. Nous encourageons la tenue d'un tel cadre, et surtout avec l'accompagnement des grandes personnes pour bien orienter les enfants et aussi que ce soit un cadre éducatif pour les enfants, à prendre soin de l'environnement au même titre que les grandes personnes pour préserver leur avenir. Cette alliance Joining Forces avec l'UNICEF au Mali, nous avons ensemble décidé de conjuguer nos efforts pour valoriser de nouveaux espaces et de nouveaux supports d'expression du droit des enfants. Après une bonne heure d'apprentissage, il était temps pour les tout-petits de souffler, car trop de concentration nous irrite parfois. Et pour mieux informer et sensibiliser sur ces actions, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle initie une formation à l'intention des journalistes. L'initiative s'inscrit dans le cadre des orientations de la lettre de cadrage du président de la transition, le reportage de Chimoro Konati. La presse malienne, toutes catégories confondues, à l'école de l'emploi et de la formation professionnelle. Une première à l'initiative de la nouvelle locataire du département de tutelle qui développe ainsi une nouvelle politique dans la conduite des affaires. La démarche se veut stratégique car mettant ce que l'on considère comme le quatrième pouvoir au cœur des questions d'emploi et de formation professionnelle au Mali. L'emploi, la formation professionnelle, c'est un monde qui a ses expressions consacrées, même si parfois le passage du français en langue nationale peut souvent poser des problèmes. Mais je reste persuadé que tout ce qui sera fait dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de la formation professionnelle, s'il n'y a pas une bonne politique de communication, les efforts seront voués à l'échec. Cette formation des journalistes, souligne le ministre, se tient conformément aux orientations déclinées dans la lettre de cadrage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Orientation prenant en compte 3 principes et 8 axes stratégiques. La défense et la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, l'amélioration de la couverture sanitaire du pays, l'amélioration du système éducatif et de l'emploi, l'apaisement du climat social, le renforcement de notre diplomatie, l'organisation d'élections transparentes et apaisées. S'agissant des 3 principes, ils font référence au respect de la souveraineté du Mali et des choix stratégiques de partenaires opérés, et enfin à la défense des intérêts et des besoins vitaux du peuple dans les prises de décision. Les décors ainsi plantés, le ministre a invité les participants à s'approprier les notions qui leur seront enseignées avant de donner l'assurance de la tenue trimestrielle d'un tel cadre, comme pour répondre à une préoccupation exprimée par le président de la Maison de la Presse. Les ressortissants du cercle de Gargando étaient en conclave ce week-end au Centre international des conférences de Bamako. Parmi les actions prioritaires à mener, le développement socio-économique du nouveau cercle. Les organisateurs de la rencontre s'engagent à œuvrer à la consolidation du climat de paix et la recherche de la cohésion. Le reportage de Batraouri. Gargando, cet ancien arrondissement de la région du Tombouctou, a été érigé récemment en cercle à la faveur du dernier découpage administratif. L'association pour le développement du cercle de Gargando se dresse à l'avant-garde du combat et la priorité pour le président Abdallah Ag Mohamed Assalé, c'est la consolidation des liens de fraternité, de cohésion et de solidarité. Ceci se traduit clairement par la consolidation du climat de paix ainsi que la recherche de la cohésion sociale, l'approvisionnement en eau potable du cercle, la promotion de la santé et de l'éducation, le développement du secteur primaire, l'élevage et l'agriculture. C'est un message de paix. Un message de paix, je dis un message de paix. Un message de cohésion entre tous les Maliens et toutes les Maliennes. Ce pays
a besoin de paix. Pour son développement, ce pays a besoin de paix. Pour sa cohésion, ce pays a besoin de paix. À Garganto, le retard de développement social et économique longtemps constaté doit être rapidement comblé, renchérit le président d'honneur de l'association, non moins membre du CNT. Le cercle de Gargando aujourd'hui est une réalité. Par la grâce de Dieu. Il faut ovationner et remercier le général d'armée Assimi Goïta et son ministre d'administration territoriale qui ont permis de voir ce cercle naître et se retrouver dans la liste de nos collectivités en tant que cercle. Je vous invite à travailler d'arrache-pied avec les autorités régionales, administratives et militaires pour l'instauration de la paix, la sécurité et surtout le retour de nos populations réfugiées déplacées, car le cercle de Gargando a plus que besoin de tous ses fils pour son développement. Tous disent soutenir l'action des ressortissants de Gargando et appellent à l'union sacrée pour la paix et le développement de la localité. Nous restons avec Batraoui pour parler du point de presse organisé par les responsables de l'association Ensemble pour le Mamala. La bonne nouvelle est que la ville de Kemparana accueillera la semaine nationale du Mamala prévue du 17 au 19 janvier 2025. Cet événement est un cadre d'échange pour le rayonnement de la culture Mamala. Les organisateurs ont saisi l'occasion pour lancer un appel à la solidarité en faveur des 27 000 sinistrés enregistrés dans l'espace Mamala suite aux inondations de cette année. Suivant. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour du point de presse animé par les membres de l'association Ensemble pour le Mamala. Le premier est un appel à la solidarité envers les victimes des inondations. Pour les membres de l'association, les inondations ont fait plus de 27 000 sinistrés dans l'espace Mamala. Nous sommes dit, la première des choses dans le Miankala, c'est l'entraide. Nous avons envoyé une commission à l'intérieur qui est en train de sillonner tous les coins par rapport à ce truc. Que les gens puissent prendre des dispositions pour que les objets qu'on va récupérer, qu'on puisse les donner à ceux qui n'en ont pas eu. L'association a mis le devoir d'intervenir par rapport à ça. Et même à Bamako aussi, nous aussi, on a levé des souscriptions, de taille d'ailleurs, qu'on va ajouter à ceux qui vont avoir pour faire rétrocéder ce qu'on aura aux populations qui sont désœuvrées, qui n'ont rien eu. La semaine nationale du Mamala, prévue du 17 au 19 janvier 2025 à Kimbarana, est le deuxième sujet de ces points de presse. C'est un objectif que l'association s'est fixé. On s'est dit que nous sommes pratiquement tous à Bamako. Et je le répète encore, l'association est née à Kimbarana. Aller faire cette session à Kimbarana, on se retrouve parfaitement. Et c'est un peu le centre. L'association prévoit un budget de 27 millions de francs CFA pour l'organisation de l'événement de Kimparana. Ce montant est à la portée du mouvement qui compte sur ses propres membres et les bonnes volontés. Ces précisions ont été données par le président Gloussama Goïta. Un mot de culture avec le lancement des activités de la 6e édition de la FASCO, foire agricole de Sikasso. Le thème est l'agriculture durable, facteur de développement économique et d'emploi pour un avenir meilleur. Cette rencontre des acteurs du secteur de l'agriculture est organisée par l'Association des organisations professionnelles paysannes et ses partenaires de Sikasso. Les explications de Moustapha Doumbia et de Souleymane Bamba. La FASCO, ou foire agricole de Sikasso, est un cadre de rencontres biennales des acteurs du secteur de l'agriculture. L'édition 2024 est placée sous le thème « L'agriculture durable, facteur de développement économique et d'emploi pour un avenir meilleur ». La FASCO est organisée par l'AOPP, Association des organisations professionnelles paysannes de Sikasso. Ce qui est essentiel, c'est de faire de Sikasso le grenier du Mali et que tout le monde sache qu'à partir de Sikasso, on peut soulager le reste du Mali et que les autorités actuelles prennent cela en compte pour appuyer les initiatives du Conseil régional de Sikasso avec les acteurs
de Sikasso. La 6e édition de la FASCO bénéficie de l'accompagnement du projet Fit the Future Sougou Yiriwa, de l'UXDEV, de la coopération suisse et du conseil régional. Cette foire permet à un public très large de découvrir les génies créateurs de nos entrepreneurs agricoles et le caractère innovant de leurs produits et de promouvoir les arts et la culture de nos régions. La FASCO, c'est pour tout le Mali, car l'affaire des acteurs de l'agriculture, c'est l'affaire de tout le monde. Nous demandons aux producteurs de redoubler d'efforts. Beaucoup de nos produits sont aujourd'hui transformés à Sikasso, mais il faut soutenir davantage cette transformation. Le secteur agricole détermine dans une large mesure la dynamique de notre économie. En effet, le secteur agricole contribue à hauteur de 40% environ à la formation du produit intérieur brut et emploie 80% de la population active. La FASCO 2024 s'étend sur 5 jours. Elle prévoit entre autres des conférences thématiques, des visites d'entreprises et des expositions vente de produits agricoles et agro-industriels. Dans le domaine de l'emploi, le directeur général de l'ANPE était à Yaoundé. Ibrahim Agnok a participé à une rencontre des conseillers d'emploi des 12 services de l'emploi public. L'accent a été mis sur la formation des formateurs avec l'utilisation d'un guide harmonisé en technique de recherche d'emploi en Afrique. Le commentaire de Kassim Diallo. Dans le souci de renforcer les compétences des demandeurs d'emploi, les directeurs généraux de l'ANP de certains pays africains ont participé à une formation des formateurs à Yaoundé. Ainsi, les conseillers d'emploi ont mis à jour leurs compétences avec des outils permettant d'accompagner les demandeurs d'emploi. Nous sommes donc ressortis très satisfaits et je voudrais donc demander à l'ensemble de conseillers d'emploi de pérenniser les acquis de cette formation. Cette formation vise à améliorer les techniques de recherche d'emploi afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Beaucoup de choses vont changer. Déjà, en fait, on a eu l'opportunité, en tout cas, de se frotter entre conseillers emploi des autres SPE. Donc, on va implémenter effectivement les différentes thématiques qui ont été développées effectivement lors de ces soutenances-là au niveau de nos SPE. Nous voulions être sûrs qu'il y a des gens qui ont maîtrisé cela au niveau de nos pays africains. Et à côté de ça, nous sommes aussi passés à une autre phase. Parce que le demandeur d'emploi, on le prépare à la recherche de l'emploi. À l'issue de cette formation, des certificats ont été remis aux participants, attestant leurs compétences. L'actualité dans les autres pays de l'AES nous conduit au Burkina Faso avec l'ouverture de la société Faso Tomate dans le village de Pongyongo. Elle vise à contribuer à l'industrialisation du Burkina Faso à travers la transformation des matières premières. L'État y a contribué en occupant une part importante. C'est le chef de l'État qui a présidé la cérémonie d'inauguration. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, cette usine est le symbole de la résilience du peuple incarné par les promoteurs du Sofato, le président du Faso, au micro de Nyarki Teda. Naturellement, c'est un sentiment de satisfaction parce que les jeunes ici présents, je pense que ils sont un symbole de la résilience donc, du peuple burkinabé. Parce que comme ils ont dit, ça fait 6 ans qu'ils bataillent. Et à notre arrivée, nous avons constaté que le projet souffrait et ils étaient sur le point peut-être d'abandonner. Nous avons décidé de les aider à relancer le projet parce que ça va en droite ligne avec nos aspirations qui est l'entrepreneuriat donc communautaire à travers l'actionnariat populaire. C'est ce qui a amené donc l'État burkinabé à travers le FBDS et l'APEC à prendre des parts jusqu'à hauteur de 57% pour les aider à pouvoir donc concrétiser leurs rêves. Et aujourd'hui, c'est une réalité, nous ne pouvons que les féliciter et dire à toute la jeunesse de prendre leur exemple. C'est un symbole de résilience, ils ont cru, ils ont développé et aujourd'hui, c'est une satisfaction. C'est une question de confiance. L'État burkinabé a eu confiance en ces jeunes
qui ont initié un projet novateur, révolutionnaire. Et donc, voilà pourquoi nous avons décidé de prendre part. Et en prenant part, donc, je pense que nous participons donc à l'administration de l'usine. Et toutes les garanties donc, qui sont prises au niveau des autres usines seront donc prises ici pour assurer un très bon fonctionnement et que tous ceux qui ont cru en ce projet puissent rentrer donc, dans leurs droits et que ça puisse profiter donc, aux populations de Yako et tous les barrages à l'autre côté et pourquoi pas de tout le Burkina Faso. Au Niger, les activités de la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM ont pris fin par une soirée de gala dans la salle des banquets du Centre international des conférences Mahamat Gandhi de Niamey. Le reportage de Mahmoudou Idrissa Maïga et Abdoulaye Ali de la télévision nigérienne. C'est sur une note de satisfaction, une ambiance riche en couleurs, le sentiment d'avoir contribué à développer le marché africain par les Africains et pour les Africains que cette 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM a été clôturée par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Madame Safiane Agrichata Guichen, à travers ce grand dîner de gala. Une édition marquée par des grandes innovations qui ont permis de rehausser son éclat. En effet, cette 13e édition a vu la participation de 16 pays, 653 stands et environ 100 000 visiteurs au cours de ces 10 jours d'exposition. Une première dans l'histoire de l'organisation du SAFEM au Niger. Ces 10 jours ont été marqués par des réalisations concrètes. La participation de plus de 500 exposants, la signature de plusieurs accords de partenariat, l'organisation de masterclass sur l'innovation artisanale, la mise en place de mécanismes d'inclusion financière et le renforcement des capacités en propriété intellectuelle. Qu'il me soit permis d'exprimer notre profonde gratitude à son Excellence le général de brigade Abdrahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et à Monsieur le Premier ministre pour leur soutien déterminant à la réussite de cet événement. Ce dîner de gala a été également l'occasion de remettre les prix aux lauréats des différents concours. Les pays de l'AES, notamment le Burkina Faso et le Mali, auxquels se sont joints des pays comme le Tchad, le Togo et l'Algérie, se sont distingués par leur forte présence. Le Burkina Faso remporte ainsi le prix du pays avec le plus grand nombre de stands, soit 55 stands. Il faut rappeler que le SAFEM 2024 s'est déroulé simultanément avec le SANIM, le salon nigérien du meuble, qui a aussi connu un succès éclatant cette année. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Grand merci à nos téléspectateurs de Alatona dans le cercle de Nyono, région de Ségou. Bonsoir.